Bonjour et bienvenue au Forum du patrimoine depuis le Carrousel du Louvre à Paris, où se tient le Salon international du patrimoine culturel édition 2021. Ce forum est organisé par le magazine Atrium et Atelier d'Art de France, sans oublier le soutien de la Fondation France Bois-Forêt pour notre patrimoine. Nous allons parler cet après-midi de l'action des bénévoles. Les bénévoles, c'est soutien essentiel de la sauvegarde du patrimoine. Et je reçois 3 invités pour nous parler de toutes leurs actions et de tout ce que cela représente pour le patrimoine français. Je me tourne à ma gauche. Bonjour, monsieur Hervé Lancelot. Bonjour. Vous êtes délégué régional Île-de-France de la Fondation du patrimoine. Très bien. À vos côtés, monsieur Olivier Lenoir. Bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué général de l'Union Rempart. Absolument. Et enfin, monsieur Guy Salavuard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de Maisons Paysannes de France et administrateur de la Fondation du patrimoine. Bienvenue à tous les 3. Tout d'abord, pour commencer, pourquoi est-ce qu'on a besoin de bénévoles en France pour notre patrimoine ? Alors, je ne sais pas si c'est pourquoi, en tout cas, la sauvegarde du patrimoine attire les bénévoles, à mon avis, pour 2 raisons essentielles, en tout cas au sein de l'Union Rempart. D'abord parce que notre patrimoine mérite d'être restauré, sauvegardé, et qu'on ne peut pas laisser cela seulement au pouvoir public, aux propriétaires ou aux professionnels, mais que le patrimoine, c'est l'affaire de toutes et tous, et que les bénévoles ont envie de prendre leur part à l'action de sauvegarde du patrimoine. Et puis le deuxième aspect chez nous, c'est qu'en fait, ils vont le faire collectivement et que le patrimoine est finalement une affaire collective pour les bénévoles. Je crois tout simplement qu'on a besoin de bénévoles parce que les services publics, parce que les services de l'État ne peuvent pas tout faire. Il ne manque pas d'hommes politiques qui nous le rappellent de temps en temps, et c'est une réalité. On considère en général dans le champ du bénévolat en général, au-delà du seul patrimoine, qu'il y a 15 millions de bénévoles en France. Et c'est un nombre qui est à comparer, qui est très élevé, et qui est à comparer au nombre de salariés. En 2019, il y avait 25 millions de salariés, donc c'est presque du même ordre de grandeur. Et d'une certaine façon, les tâches peuvent se ressembler, les environnements se ressembler, mais on va certainement en parler du fond des choses. Les motivations sont très différentes, les engagements sont différents, puisque à une cause commune, celle d'une entreprise qui est un peu contrainte et à laquelle il faut se soumettre, eh bien, il y a dans le bénévolat une liberté, une conviction et un engagement qui est personnel et qui est très volontaire. C'est une grande différence. Et puis le dernier point, je pense, sur le patrimoine, c'est aussi un secteur où les gens expriment le moment où ils ont du temps, c'est-à-dire l'envie de donner pour une cause qui est admirable en règle générale. Donc ils le font dans le cadre social, mais le patrimoine attire aussi beaucoup les bénévoles, ce qui fait que, notamment à la Fondation du patrimoine, nous recrutons des bénévoles, mais bien souvent, ce sont des gens qui ont voulu venir vers nous. Et alors, quels sont leurs profils, hein, quelles sont leurs actions, qu'est-ce qu'ils viennent offrir, en plus du temps peut-être ? Alors, je pense que ce qu'il faut dire, c'est que dans les bénévoles, alors on est en train d'essayer de changer un peu les choses, mais il y a beaucoup de gens qui sont des retraités, donc qui ont eu des fonctions à un moment donné dans les territoires qui ont fait qu'ils ont d'abord connu le patrimoine et eu envie, lorsqu'ils avaient un peu plus de temps, d'y consacrer effectivement un certain nombre d'heures. Et aussi, assez souvent, de mettre leurs compétences passées au service d'une cause qui est elle-même à but non lucratif pour une fois. Donc, le profil, souvent, ce sont des gens qui ont, en tout cas à la Fondation du patrimoine, ce sont des gens qui ont eu déjà des fonctions dans un cadre économique assez important, au niveau régional notamment, et qui, au moment où ils arrêtent, souhaitent retrouver, je dirais, une activité de même nature, de même engagement, mais à titre complètement bénévole. Il y a une motivation qui est très importante et qui est relevée par d'assez nombreuses enquêtes qui ont été faites sur le sujet. Très souvent, les bénévoles dans toutes les disciplines confondues, et pas seulement le patrimoine, mettent en avant le fait qu'arrivant à une retraite, parce que c'est le réservoir principal du bénévolat, eh bien les bénévoles disent mon souhait, c'est de rendre une partie de ce que j'ai reçu. J'ai fait des études qui m'ont été payées par mes parents, j'ai appris dans une entreprise, j'ai perfectionné des métiers, j'ai perfectionné
les savoirs et les savoir-faire, je vais en partager, en restituer une partie au travers d'une cause d'intérêt général. Il y a cette idée de cause d'intérêt général qui nous dépasse d'une certaine façon, qui dépasse celui qui s'y soumet, qui s'y consacre, et il trouve là une satisfaction. Et les motivations sont aussi mélangées. Il peut y avoir le goût de prolonger sa vie active, le goût de l'envie d'avoir une sociabilisation qui n'existe plus parce que la retraite est là. Mais il n'y a pas que les retraités, il y a aussi des bénévoles jeunes qui partagent leur temps. Et on associe souvent le bénévolat à une sorte de plein temps, de disponibilité 24/24, 7 sur 7, c'est pas du tout la réalité, bien qu'il y ait des exceptions dans nos institutions et à la Fondation du patrimoine, j'en connais. Mais il y a aussi un bénévolat de jeunes qui consacrent un samedi, un dimanche, une demi-journée en même temps que l'activité professionnelle. Et je pense que ce bénévolat partagé progresse, alors que le bénévolat plein temps et installé stagne, voire régresse. Alors, les profils de bénévoles à Rempart, ils sont un peu différents, même s'ils se complètent avec ce qui vient d'être dit. En fait, on a déjà des gens qui habitent un territoire, un lieu, quel que soit leur âge, et qui sont intéressés par un élément du patrimoine qui les mobilise parce qu'ils veulent le sauvegarder, le restaurer, le transmettre. Et ça, ils peuvent avoir tous âges, on va dire ça comme ça. Ce qui fait sens pour eux, c'est qu'ils habitent un territoire et qu'ils ont envie de porter ensemble une action de sauvegarde du patrimoine. Ils peuvent être jeunes, moins jeunes, et c'est même la richesse d'un réseau comme Rempart de pouvoir viser cet aspect intergénérationnel. Et puis, on a une autre catégorie qui sont ceux qui sont recrutés par le réseau Rempart au travers de ce qu'on appelle nos chantiers de bénévoles, et qui là peut-être renforce l'aspect jeunesse du bénévolat qu'on connaît dans le réseau Rempart, où pour le coup on a près de 30% de ces bénévoles qui ont moins de 18 ans. Donc effectivement, qui sont là l'avenir du patrimoine, on va dire cela comme ça, parce qu'ils vont se mobiliser, mais aussi avoir un parcours durable peut-être dans l'association ou dans le patrimoine, par exemple. Oui, bien sûr. Au sein Pardon Hervé. Je croyais que vous vouliez... Non, pas de sujet. Je crois qu'un élément aussi important dans le profil, c'est toujours, je dirais, l'attachement à un territoire. C'est-à-dire que je pense, j'ai rarement vu effectivement des bénévoles qui arrivent au siège d'une association ou d'une fondation en disant « je veux faire du bénévolat ». Dans le monde du patrimoine, en tout cas, l'attachement à un territoire est quelque chose de vraiment primordial, et quel que soit le niveau, je dirais, économique, socio-économique, il y a toujours cette caractéristique-là qui fait que le bénévole va être proche d'une région, proche d'un territoire et donc souvent proche d'un patrimoine. Au sein de Maisons Paysannes de France, qui a donc pour mission de sauvegarder les méthodes traditionnelles et les matériaux traditionnels, et qui recherche la compatibilité avec l'architecture contemporaine, un grand nombre de bénévoles sont des anciens du bâtiment, ou des entrepreneurs, ou des gens qui avaient une fonction, un métier dans ce secteur, dans ce champ. Et leur motivation principale, c'est de mettre à disposition de l'association ce savoir-faire qu'ils ont et ces savoirs, et de les partager avec des propriétaires publics ou privés qui ont des projets de restauration, et leur faire connaître leur savoir et leur expérience, en prenant garde bien sûr de ne pas se transformer en assistant à maîtrise d'ouvrage, qui est un métier avec des responsabilités, et il faut en être conscient, il faut tenir de la distance. Mais il y a ce domaine un peu intermédiaire dans lequel les bénévoles disponibles le samedi, disponibles le dimanche, mais quand ils gardent les petits-enfants, ils gardent les petits-enfants, et on ne va pas leur interdire de le faire. Eh bien, il y a une place, il y a un rôle à jouer par cette catégorie de compétences qui est au-delà de la vie professionnelle et en deçà de la retraite. Alors moi j'ajouterais une autre catégorie de bénévoles qui est sans doute assez propre à Rempart, c'est la dimension internationale. Puisque nos chantiers de bénévoles sont issus d'une tradition internationale et participent à nos chantiers des jeunes étrangers. Alors c'est vrai que les années Covid ont considérablement réduit cette mobilité internationale, des jeunes et des moins jeunes, mais on peut rencontrer sur nos chantiers traditionnellement des jeunes russes, des jeunes mexicains ou des jeunes chinois aux côtés des jeunes français pour participer à la restauration de notre patrimoine commun. Et de même, des jeunes français partent en Chine, au Mexique ou en Russie participer à la restauration de patrimoine au-delà des mers, si j'ose dire. Dans la continuité de ce que Olivier vient de dire, je pense que sans être international, bien sûr, l'association Maisons Paysannes de France
illustre un peu ce que vous dites, au sens où les bénévoles recherchent une sociabilisation, un milieu social, un ensemble de liens sociaux qu'ils peuvent avoir perdus. Et ça nous amène au sujet très, très important de la motivation et le fait qu'un bénévole doit être volontaire, il est volontaire, en anglais on dit volunteer, et il doit y trouver son compte, entre guillemets, dans cet échange qu'il y a avec une institution pour une cause d'intérêt général. Et celui qui ne l'emploie pas, parce qu'il ne s'agit pas d'un emploi, mais celui qui fait travailler, qui s'associe la compétence d'un bénévole, doit prendre soin, doit prendre garde à ce qu'il y ait un échange et qu'il soit gagnant-gagnant, comme on le dit, qu'il soit fair enough pour que le bénévole, eh bien, réalise une partie de ses motivations. À ce moment-là, on constate qu'on peut le solliciter le soir, le matin, le samedi, le dimanche. Sauf quand il garde les petits-enfants. Oui. Il y a une dimension très humaine, effectivement, bien sûr, on a envie de rencontrer, et c'est un vivier incroyable aussi, justement pour ça, pour rencontrer des personnes qui viennent peut-être d'autres horizons. Oui, le bénévolat, l'associatif et le patrimoine conjuguent effectivement cette action collective, cette opportunité de rencontre, de faire ensemble, de vivre ensemble, de mener ensemble un projet collectif, hein, et ça pour un projet d'intérêt général effectivement, et qui permet la rencontre de gens qui peuvent avoir des parcours initiaux très divers, mais qui se retrouvent effectivement et qui font société sur le patrimoine au travers de leur action bénévole, absolument. Le patrimoine, c'est un terrain d'entente, c'est un lieu de consensus. Et justement, il permet, sur un territoire, comme le soulignait Hervé à l'instant, sur un territoire, il permet cette transgénéralisation, cette transgénération et aussi métier, ce regroupement de gens qui sont d'origine différente, qui ne se seraient peut-être jamais rencontrés, mais ils ont en commun un territoire, un édifice, un bâtiment. Et il existe en France des milliers d'associations de défense pour l'église du village, le lavoir du bout de la rue. C'est des associations qui sont exclusivement animées par des bénévoles. Et autour de ce point d'ancrage, autour de ce point d'entente que constitue l'édifice, il y a la création d'un lien social qui est tout à fait irremplaçable. Et je pense que le patrimoine, vous avez tout à fait raison de le dire, Olivier, je crois que c'est un peu exceptionnel. D'autres causes, bien sûr, infiniment justes, ont aussi une capacité de consensus, mais le patrimoine encore plus, parce qu'il y a l'histoire, il y a le territoire, il y a les messages qui sont portés par les édifices historiques, et ça, c'est extrêmement puissant. Au début de notre entretien, vous parliez du rapport entre les bénévoles et la population active. Et on peut se demander, est-ce que ces bénévoles représentent un risque de concurrence pour les actifs ? Alors, si vous aviez en face de vous un DRH ou un juriste, il dirait oui, bien sûr, attention, il y a là derrière des lois et des règlements. Effectivement, le bénévolat ne doit pas concurrencer le marché et les professionnels du marché. En réalité, il n'y a pas de concurrence et il y a la place pour tout le monde. Il faut simplement que les associations, elles le font, prennent garde à ne pas se placer dans un champ qui peut être risqué, qui peut engager une responsabilité pour laquelle les personnes, comme l'institution qui les emploie, qui les fait travailler, ne seraient pas préparées. Il y a un risque juridique, mais dans la réalité quotidienne, ce risque, il est traité par le bon sens d'abord, et puis par le fait que les bénévoles sont des gens qui travaillent à temps partiel, qui sont eux-mêmes vigilants, prudents sur leur propre responsabilité, leur statut social. Et puis je crois qu'on peut dire aussi que dans la plupart des associations et fondations, le statut du bénévole est quand même très encadré. C'est-à-dire que on ne devient plus bénévole en passant devant une boutique, je dirais, hein. On est véritablement, c'est un acte d'adhésion. En tout cas, à la Fondation du patrimoine, on s'interroge sur les motivations. C'est très important pour nous de savoir qui veut venir, quelle est sa motivation, qu'est-ce qu'il veut faire, quel est son passé, quel est son parcours. Et puis surtout, il y a effectivement un certain nombre de choses qui interviennent après, qui sont les problématiques de formation, les problématiques de respect à l'éthique. Et là, on revient bien, si vous voulez, à quelque chose qui est très important sur le rapport entre bénévolat et travail salarié. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne fait pas la même chose. Je pense que ce sont des missions qui se complètent. C'est-à-dire qu'en fait, si on prend une organisation, enfin moi ça m'est arrivé de l'analyser comme la Fondation du patrimoine, il est assez clair que si on n'avait que des salariés, en admettant que l'équilibre économique existe, hein, c'est une autre question, mais si on n'avait que des salariés,
ça serait une organisation qui serait d'une bureaucratie considérable, parce qu'effectivement, ce qui nous caractérise et ce qui caractérise le bénévolat dans le patrimoine, c'est le maillage territorial. Et le maillage territorial à faire avec des salariés, c'est quelque chose qui est absolument dantesque. Donc effectivement, il y a vraiment ce complément où on a des gens qui sont salariés, techniciens, qui tous les jours assument, je dirais, les aspects administratifs, comptables, défendent aussi les dossiers auprès des administrations. Et puis il y a ce nombre important de bénévoles qui sont la représentation sur le terrain. Alors moi, je rebondirais bien sur le mot complémentarité, parce que j'imagine bien qu'effectivement, le monde bénévole et le monde professionnel sont complémentaires. Moi, je connais des associations locales mobilisant des bénévoles qui ont finalement mis en exergue un élément du patrimoine que tout le monde méconnaissait avant l'action bénévole, qui a pu être mis en valeur par les bénévoles, amenant ensuite une action professionnelle qui a pu se développer avec des artisans, des entreprises, etc. Donc complémentarité dans le temps finalement, autour d'un projet. Et puis complémentarité aussi dans le parcours des personnes. Je vois bien un certain nombre de jeunes gens qui, participant à nos actions de restauration du patrimoine, sont éveillés à des questions techniques, à des métiers, et finalement entreront dans un parcours professionnel, professionnalisant, au-delà de ce qu'ils auront fait au sein de notre association, et deviendront des professionnels. Et à cet égard, Rempart et le groupement des entreprises monuments historiques, le GMH, ont signé il y a quelques années ici au Salon du patrimoine une déclaration commune disant leur complémentarité, indiquant bien que ce parcours des jeunes vers les professions pouvait se passer par cette séquence du bénévolat qui éveillait des consciences et des envies chez les plus jeunes d'entre nous. Oui, ça peut être un tremplin. Pardon, je voudrais ajouter un mot sur le sujet de l'éthique. Oui. Le bénévolat n'est pas encadré par un contrat de travail. En revanche, dans de très nombreuses institutions de la société civile, c'est le cas de la Fondation du patrimoine, c'est le cas de Maison Paysanne de France, il y a une charte éthique à laquelle le bénévole adhère et à laquelle qu'il accepte, qui lui est remise lorsqu'il s'engage et dont il accepte les termes. Cette charte est souvent, dans les deux cas, je connais les deux textes pour y avoir pris une petite part dans le passé, ils sont frappés au coin du bon sens, ils précisent, ils décrivent très simplement le comportement qui est attendu face aux parties prenantes, face aux contreparties et face au marché du travail qu'on évoquait tout à l'heure. Ils indiquent aussi quelques repères, quelques jalons sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire pour ne pas se trouver en situation de conflit d'intérêts ou se trouver en situation d'embarras qui pourrait devenir juridiquement difficile. Donc l'adhésion à la charte éthique, la référence à une éthique de bon sens dans la plupart des cas permet d'encadrer, de préciser ces limites en fait dans l'exercice bénévole, dans le patrimoine en particulier, parce que dans le bâtiment il y a une responsabilité, mais dans d'autres domaines aussi, en particulier du sport ou de l'action humanitaire, parce qu'il faut se rappeler, on peut mentionner que 30% des bénévoles sont dans le domaine social ou humanitaire et 20% dans le domaine du sport, 25%. Donc il y a presque 60% des bénévoles, toutes causes confondues, dans ces deux champs. Celui du patrimoine est plus restreint, mais à bien des égards, il est plus cadré, il y a un point d'ancrage très solide. Et est-ce qu'on a des bénévoles répartis sur tout le territoire ou est-ce qu'il y a des zones qui sont un plus fort vivier, d'autres qui sont un peu oubliées ? Je pense que dans les structures comme les nôtres qui ont une action déconcentrée, la recherche, c'est bien d'avoir des représentations dans tous les lieux, dans tous les territoires. Pour ce qui concerne Maison Paysanne de France, je peux dire qu'il y a quelques trous dans le tricot, dans la raquette. C'est difficile d'avoir une action uniforme, ça dépend des personnes, ça dépend aussi des environnements, ça dépend aussi des contreparties publiques auxquelles on a affaire. Il y a une grande égalité, c'est inégalité, c'est comme ça dans la vie. Je ne pense pas qu'il y ait des zones qui fournissent plus de bénévoles que d'autres. En revanche, il y a des tranches d'âge qui fournissaient beaucoup de bénévoles, bien sûr, c'est les retraités, les jeunes retraités qui ont encore une pêche olympique et encore un carnet d'adresses qui est très précieux. Et puis ceci s'effrite avec le temps. Mais il y a un certain tassement, je l'évoquais, de cette tranche d'âge parmi les bénévoles. En revanche, il y a une mobilisation des
jeunes, des plus jeunes, qui est assez encourageante, mais c'est un type de bénévolat qui est un peu différent et qui est, comme la vie, plus partagé, plus haché, qui n'est pas uniforme et qui s'inscrit moins dans la durée. Mais les associations, les associations de la société civile doivent s'adapter à cette offre et adapter leurs demandes en conséquence. Oui, enfin, trou à la raquette, je souscris à cela, mais c'est plus le fait des organisations associatives que du bénévolat. Hein. Nos associations nationales peuvent avoir une carte qui n'est pas totalement homogène. En revanche, effectivement, les bénévoles, ils ont envie d'être partout. Peut-être qu'on peut faire une différence urbain-rural, parce que finalement, c'est peut-être plus facile de se mobiliser autour d'éléments du patrimoine en milieu rural qu'en milieu urbain. Les enjeux économiques ne sont pas exactement les mêmes. Donc finalement, nos associations sont plutôt des associations rurales et nos administrateurs d'associations, etc., sont plutôt finalement des ruraux que des urbains. Ça, on peut le souligner. Alors, nous, là encore, nos tranches d'âge, elles sont plutôt plus jeunes, sans doute, hein, que la plupart des associations de patrimoine, ce qui permet justement d'essayer un renouvellement constant de nos conseils d'administration, puisque ça, c'est un vrai enjeu. Il y a des bénévoles qui ont des vraies responsabilités fortes, qui sont nos administrateurs d'associations, et dont il faut penser le renouvellement constant, puisqu'il faut qu'une démocratie participative s'instaure et se renouvelle, et qu'à cet égard, permettre aux plus jeunes de prendre des responsabilités dans ces conseils d'administration, c'est aussi important. Donc ça, c'est un travail que nous faisons constamment, de faciliter l'accès à la responsabilité, au travers d'actions de formation d'ailleurs que nous mettons en place pour permettre aux plus jeunes de prendre des responsabilités et de faire en sorte d'être les dirigeants de demain de nos conseils d'administration et de nos associations. Alors je pense effectivement que le maillage est un aspect extrêmement important de notre activité en matière de bénévoles. Il a quand même un frein, qu'à titre personnel je constate pratiquement tous les jours, c'est qu'on ne peut pas installer des bénévoles, même s'il y en a, même s'il y a des volontaires, on ne peut pas les installer n'importe comment. C'est-à-dire que ce n'est pas des gens qui sont autonomes d'emblée. Voilà. Donc ça veut dire simplement que des associations comme les nôtres, des fondations comme les nôtres, sont obligées d'avoir presque une politique RH de bénévoles, je dirais, c'est un peu contradictoire, mais en tout cas une capacité effectivement à recruter des gens, mais surtout à les mettre dans un contexte où ils vont pouvoir exercer leur bénévolat de manière optimale. Et ça, c'est peut-être ça aujourd'hui qui est la plus grande difficulté pour nous, de façon à mailler qu'il y ait le moins de trous dans la raquette, comme on a employé l'expression tout à l'heure. Et puis, il y a un second élément qui apparaît important aujourd'hui, c'est que dans nos propos à l'heure actuelle, on est vraiment dans le bénévole de terrain, celui qui va effectivement s'occuper d'un chantier, d'un projet, être le lien avec des porteurs de projets. On a aussi une dimension qui est de plus en plus importante, qui sont, je dirais, les bénévoles de spécialité, c'est-à-dire des gens qui vont apporter une compétence, pas forcément géographique, mais qui va être une compétence importante pour la Fondation, qu'elle n'aurait pas les moyens d'acquérir elle-même. Alors on a aujourd'hui beaucoup de métiers qui sont des métiers du numérique, par exemple. On a besoin de plus en plus dans nos activités d'avoir des communications sur Internet, d'avoir comme vous, des éléments sur des chaînes YouTube, d'avoir beaucoup de choses de cette nature. Et il est à peu près clair que sans des bénévoles spécialistes de ces activités, on aurait beaucoup de mal à être présent sur Internet, sur les réseaux sociaux, et sur tout ce qui fait aujourd'hui le dynamisme, notamment des collègues, parce que pour nous, c'est quand même un élément important. Nous vivons des collègues. Et donc, s'il n'y avait pas des gens qui viennent apporter cette compétence, je dirais, en dehors du territoire, en dehors du terrain, on serait quand même bien gêné. Donc, il faut aussi, dans notre approche, nuancer les choses. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une question de maillage qui est importante, il ne faut pas le nier, mais il y a aussi, je dirais, une dimension de spécialité. Alors moi j'ajouterais, pas pour être en contradiction, mais je pense que le bénévole il doit trouver du plaisir à ce qu'il fait. Il doit, on parlait de gagnant-gagnant tout à l'heure, les bénévoles qui viennent vers nos associations, vers nos organisations, ils y viennent
pour le patrimoine et pour l'amour qu'ils ont pour cet aspect culturel. Et il faut qu'ils prennent plaisir à ce qu'ils vont faire ensemble sur ce patrimoine. Et donc il faut que nous, associations, nous, organisations, nous ayons soin de ne pas les contraindre dans des tâches subalternes, mais dans des tâches où ils vont pouvoir s'épanouir, prendre plaisir à apprendre, à créer, à faire, et effectivement à partager ensemble une action collective de restauration du patrimoine. Et c'est ce que nous essayons sans cesse de mener avec les bénévoles dans l'Union européenne. Dans la continuité de ce que dit Olivier, je voudrais évoquer le mot de reconnaissance. Le bénévole, il n'est pas sanctionné par une rémunération, il n'est pas sanctionné par une carrière, et il est libéré de tout ça, et à bien des égards, c'est une liberté. En revanche, il n'est pas indifférent à la reconnaissance. Il doit y avoir, d'une manière ou d'une autre, une reconnaissance du travail effectué, de l'engagement qui est fait, qui est pris, de la disponibilité qui est donnée pour cette cause d'intérêt général. Et les institutions de la société civile, les associations fondations ne sont pas toujours très très performantes sur ce plan de la reconnaissance. Et on observe des gens qui très très engagés, mais le sont de moins en moins, où il y a une gestion, c'est ce que disait Olivier et Hervé, il y a la recherche d'une gestion qui n'est pas une gestion des ressources humaines, qui ne procède pas des mêmes ressorts, mais qui ont en commun la nature humaine, ses attentes et ses besoins. C'est un axe de progrès chez Maison Paysanne de France, et on a des difficultés, toutes les idées sont bonnes à prendre, si vous en avez, n'hésitez pas. Bah écoutez, je vous remercie tous les trois pour votre participation. Je pense qu'on a bien rendu hommage à tout ce travail des bénévoles. Je vous remercie pour toutes les actions citoyennes. Enfin, on sent qu'il y a un vivier, une volonté de faire société ensemble. Je vous libère. J'aurai le plaisir de vous retrouver pour évoquer d'autres sujets dans le cadre du Forum du patrimoine sur cette même plateforme. Merci et à bientôt.